Au cœur de la Défense, le quartier des affaires de Paris, le ciel gris de l'après-midi se reflétait sur les façades de verre et d'acier du groupe Lefebvre. À l'intérieur du gratte-ciel, l'ambiance était aussi froide et tranchante que l'architecture. Le luxe minimaliste des bureaux, avec leur vue panoramique imprenable, ne parvenait pas à masquer la tension palpable qui régnait dans les couloirs. Les employés se déplaçaient avec une efficacité nerveuse. Les regards fuyants, chacun plongé dans une bulle de silence pour éviter d'attirer l'attention de leur PDG. C était un monde de faux semblants, une vitrine de succès et de modernité qui dissimulait un environnement de travail toxique, où la peur était un outil de management quotidien. Chaque son semblait amplifié dans ce silence pesant. Chaque geste était scruté, et la pression invisible pesait lourdement sur les épaules de tous. Dans ce théâtre de pouvoir, une femme était censée être invisible. Yuki Ueda, 42 ans, poussait un chariot de nettoyage le long d'un couloir immaculé, son uniforme mal ajusté et ses cheveux tirés en un chignon strict la rendant anonyme. Elle courbait légèrement le dos, adoptant une posture de soumission qui était à l'opposé de sa véritable nature. Personne n'aurait pu deviner que sous ses vêtements modestes se cachait l'une des femmes les plus puissantes d'Asie, une prédatrice du monde des affaires surnommée le Dragon. Mais aujourd'hui, ses yeux perçants, habituellement capables d'analyser un bilan financier en quelques secondes, observaient tout avec une fureur contenue. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration contrôlée pour ne pas laisser exploser la rage et la culpabilité qui la rongeait de l'intérieur. La culpabilité d'avoir laissé sa sœur seule pendant si longtemps. Elle positionna son chariot près de la salle de réunion principale, dont les murs entièrement vitrés ne laissaient rien à l'imagination. C'est à ce moment que sa sœur cadette, Lina, entra dans la pièce pour apporter des documents à son mari, Alain Lefebvre. Devant 2 directeurs, Alain prit les papiers, les survola avec mépris et les jeta violemment par terre. Le bruit sec des feuilles heurtant le sol en marbre résonna comme un coup de feu dans le silence. « Incompétente !» cracha-t-il, sa voix basse mais chargée de venin. « Tu n'es rien d'autre qu'un poids mort décoratif. » Les 2 directeurs détournèrent le regard, leur gêne se mêlant à une complicité passive. Pour Yuki, la vision de sa sœur se recroquevillant, les larmes silencieuses coulant sur ses joues alors qu'elle se mettait à genoux pour ramasser les feuilles éparpillées, fut l'étincelle qui embrasa la poudrière. Sans une once d'hésitation, Yuki lâcha son chariot. Celui-ci roula et percuta le mur avec un bruit sourd qui attira l'attention de tous. Elle poussa la porte vitrée de la salle de réunion avec une force qui la fit trembler sur ses gonds. Les 4 personnes à l'intérieur la dévisagèrent, stupéfaites de voir l'agent de nettoyage oser interrompre. Ignorant complètement Alain et son regard furieux, Yuki marcha droit vers Lina. Elle s'agenouilla devant sa sœur, prit doucement ses mains pour l'empêcher de ramasser les vestiges de son humiliation et la releva avec une fermeté protectrice. Plongeant son regard dans celui de Lina, elle murmura en japonais une phrase de leur enfance, un serment que seule sa sœur pouvait comprendre. Le dragon est là pour te protéger. Il y a des moments où le silence devient une complicité insupportable. Voir une telle scène se dérouler vous brise le cœur et vous rappelle à quel point il est essentiel de partager ces histoires pour que personne ne se sente seul. Votre soutien en vous abonnant nous permet de continuer à donner une voix à ceux qui l'ont perdue. Le silence qui s'abattit sur la salle de réunion était plus assourdissant que n'importe quel cri. Alain Lefebvre, le visage déformé par une fureur glaciale, fixait la femme de ménage qui venait de briser son autorité. Les 2 directeurs, pris au piège entre la peur de leur patron et la stupeur de la scène, restaient figés, les yeux rivés au sol. Yuki, elle, ne voyait qu'une seule chose, le visage de sa sœur, baigné de larmes et d'incompréhension. Elle serra la main de Lina, une ancre dans la tempête, et la guida doucement hors de la pièce. Chaque pas qu'elle faisait dans le couloir était un acte de défi, un pas hors de la cage de verre qu'Alain avait construite autour de sa femme. Le bruit de leurs talons sur le marbre était le seul son qui osait exister dans cet univers suspendu.
En la guidant à travers les couloirs impersonnels, l'esprit de Yuki retourna 20 ans en arrière, dans le petit jardin de leur maison d'enfance à Kyoto. Elle se revit, adolescente, promettant à une Lina de 10 ans, qui pleurait à cause d'une égratignure au genou, qu'elle serait toujours là pour la protéger. « Le dragon veillera toujours sur toi », lui avait-elle murmuré. Quelle amère ironie! Pendant qu'elle bâtissait un empire à des milliers de kilomètres, conquérant des marchés et terrassant des concurrents, elle avait laissé sa plus grande responsabilité, sa seule promesse sacrée, s'effriter. La culpabilité la rongeait, lourde et suffocante. Elle avait entendu la fragilité dans la voix de Lina lors de leurs derniers appels, mais, absorbée par son travail, elle avait balayé ses inquiétudes d'une main, se disant qu'elle exagérait. Pour Lina, le monde tournait au ralenti. La chaleur de la main de Yuki dans la sienne était une sensation presque oubliée, un contact humain dépourvu de menaces ou d'attentes. Pendant des années, Alain lui avait méticuleusement dépeint sa sœur comme une femme froide, obsédée par sa carrière, qui les avait abandonnés pour la gloire et l'argent. Il lui avait fait croire que Yuki la méprisait, elle et sa vie de femme au foyer. Pourtant, la femme qui se tenait à ses côtés maintenant n'avait rien d'une statue de glace. Dans ses yeux, Lina ne voyait pas de jugement, mais une fureur protectrice, une flamme qu'elle n'avait pas vue depuis leur enfance. Une minuscule fissure apparut dans la forteresse de mensonges qu'Alain avait érigée, laissant filtrer un timide rayon d'espoir. Leur traversée du siège social du groupe Lefebvre ressemblait à une évasion. Les employés, habituellement si concentrés, s'arrêtaient pour les regarder passer, un mélange de curiosité et de peur dans les yeux. Les chuchotements élevaient sur leur passage. Derrière elles, la voix d'Alain tonnait, ordonnant à la sécurité de les intercepter. 2 gardes se postèrent devant l'ascenseur, mais ils hésitèrent en croisant le regard de Yuki. Cette femme de ménage, avec sa posture droite et son regard d'acier, dégageait une autorité si implacable qu'elle paralysait toute action. Elle ne dit rien. Se contentant de les fixer, intimidés, les gardes écartèrent instinctivement. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur les cris rageurs d'Alain, les isolant dans une bulle de silence et de liberté précaire. Elles arrivèrent dans une suite somptueuse de l'hôtel Prince de Galles que Yuki avait réservé sous un faux nom. Le contraste entre l'opulence chaleureuse de la pièce et la froideur stérile des bureaux qu'elle venait de quitter était saisissant. C'est là que Lina s'effondra. Les sanglots qui la secouèrent n'étaient pas seulement ceux de l'humiliation du jour, mais ceux d'années de solitude, de peur et de chagrin accumulés. Yuki la prit dans ses bras, la laissant pleurer sans dire un mot, absorbant sa douleur comme une éponge. Il n'y avait pas de pitié dans son étreinte, seulement une profonde et douloureuse solidarité. Ce fut leur première vraie conversation depuis une éternité, une conversation faite de larmes, de silence et de phrases brisées qui en disaient plus long que n'importe quel discours. Peu à peu, entre 2 sanglots, Lina commença à raconter. Elle décrivit le charme initial d'Alain, qui était lentement transformé en un contrôle absolu. Il l'avait isolée de ses amis, critiquant chacun d'eux jusqu'à ce qu'elle cesse de les voir. Il avait pris le contrôle total de leurs finances, lui laissant juste assez d'argent pour les dépenses courantes, la rendant complètement dépendante. Il dénigrait constamment son intelligence, ses opinions, ses rêves, la rabaissant jusqu'à ce qu'elle se sente elle-même incompétente et sans valeur. Il interceptait ses appels, déformait les paroles de Yuki pour la convaincre que sa propre sœur l'avait rejetée. Ce N n'était pas une histoire de bleu sur la peau, mais de cicatrices invisibles sur elle âme, une destruction psychologique méthodique qui l'avait laissée vide et seule. Yuki écoutait, chaque mot de sa sœur gravant des sillons de rage dans son cœur. Ses poings se serraient si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. La culpabilité était un poison qui se répandait dans ses veines. Elle avait conquis le monde des affaires, un univers impitoyable, mais elle n'avait pas su voir la guerre silencieuse qui se déroulait dans la vie de la personne qui comptait le plus pour elle. Son empire, ses milliards, tout cela lui semblait soudain dérisoire et vain,
Qu'est-ce que le pouvoir si l'on ne peut pas protéger les siens? Il est si facile de juger de l'extérieur, de ne pas voir les barreaux invisibles d'une cage dorée. Si cette histoire résonne en vous, sachez que votre abonnement nous aide à mettre en lumière ces combats silencieux, à donner une voix à ceux qu'on a forcés à se taire. Le lendemain matin, la contre-attaque d'Alain fut brutale et publique. Maître dans l'art de la manipulation, il avait déjà contacté la presse. Les gros titres ne parlaient pas d'un PDG abusif, mais d'un drame familial privé. Des articles, citant des sources proches, décrivaient Yuki comme une sœur aînée jalouse et instable, tentant de saboter le mariage heureux de sa cadette. Alain lui-même publia un communiqué exprimant sa profonde inquiétude pour l'état émotionnel fragile de sa femme, se présentant comme un mari dévoué et victime. Il gelait les comptes bancaires de Lina et utilisait la puissance de sa machine médiatique pour la dépeindre comme une personne faible et influençable, la piégeant dans une nouvelle prison, celle de l'opinion publique. Cette nouvelle offensive médiatique plongea Lina dans une terreur abjecte. C était son pire cauchemar qui devenait réalité, l'humiliation publique, le déshonneur. C était la menace qu'Alain avait toujours brandie pour la maintenir sous son contrôle. L'endoctrinement de tant d'années refit surface, et une partie d'elle-même, épuisée, voulait simplement que tout s'arrête. L'idée de retourner auprès de lui, de s'excuser, de supplier son pardon pour retrouver le calme relatif de sa prison, lui traversa l'esprit. La peur de l'inconnu, de la bataille à mener, était si écrasante qu'elle semblait plus terrifiante que la souffrance familière qu'elle avait endurée. Elle était au bord de la rupture, prête à renoncer avant même d'avoir commencé à se battre. Yuki vit la panique dans les yeux de sa sœur et comprit qu'elle était à un point de bascule. Au lieu de lui dicter sa conduite, de prendre les commandes comme elle en avait l'habitude, elle fit quelque chose de différent. Elle s'assit en face de Lina, la regarda droit dans les yeux et lui parla avec une douceur qu'elle réservait rarement. Elle ne lui promit pas une victoire facile ni une fin rapide à ses souffrances. Elle lui promit simplement une chose, sa présence indéfectible. « Il a pris ta voix, Lina, » dit-elle calmement. « Il t'a fait croire qu'elle n'existait plus, mais il ne l'a pas détruite. Elle est toujours là. En toi, retrouver sa propre voix après qu'on vous l'a volée est peut-être la plus grande des batailles. C'est pour des moments comme celui-ci, pour ces étincelles d'espoir, que nous continuons de raconter. Chaque nouvel abonné est une affirmation que ces récits comptent et doivent être entendus. Ce fut le véritable commencement. Les deux sœurs, si différentes et pourtant si profondément liées, devinrent une équipe. Yuki, la stratège impitoyable, commença à tisser sa toile. Depuis sa suite d'hôtels, elle mobilisa son armée de l'ombre à Tokyo. Des avocats spécialisés en droit des affaires, des experts comptables et des enquêteurs privés qui commencèrent à éplucher les comptes du groupe Lefebvre avec une précision chirurgicale. De son côté, Lina, qui avait été traitée comme un simple objet décoratif, se révéla être une source d'informations inestimable. Elle se souvenait de conversations surprises, de noms mentionnés à voix basse, de documents étranges qu'Alain lui avait demandé de signer sans explication. Sa mémoire, longtemps réprimée, devint leur arme la plus précieuse. Au milieu d'une nuit blanche, alors qu'elles examinaient des rapports financiers complexes, Lina pointa du doigt une ligne de crédit inhabituelle liée à une société offshore. C était un détail qui semblait anodin, mais Yuki reconnut immédiatement le schéma. Cette société était directement liée au projet de fusion d'1 milliard d'euros qu'elle-même s'apprêtait à signer avant de tout découvrir. Alain avait utilisé les fonds de l'entreprise pour garantir des prêts personnels, une fraude massive qui, si elle était révélée, le détruirait complètement. Dans le silence de la suite, au milieu des piles de documents, un petit sourire se dessina sur les lèvres de Lina. Ce N n'était pas encore la victoire. Mais C était la certitude qu'elle ne était plus une victime. Elle était devenue une combattante. La salle du conseil d'administration du groupe Lefebvre était un sanctuaire de verre et d'acier suspendu au-dessus de Paris. L'air y était glacial, chargé d'une tension si palpable qu'on aurait pu la trancher au couteau.
Autour de la longue table en acajou, les membres du conseil, des hommes et des femmes au visage de pierre, attendaient. Yuki se tenait à une extrémité, calme et impassible, une prédatrice observant sa proie avant le coup de grâce. À l'autre bout, Alain Lefebvre était un animal acculé. Son costume impeccable ne parvenait pas à dissimuler la sueur qui perlait à son front, ni le tremblement presque imperceptible de ses mains. Il savait qu'il jouait sa dernière carte. Lina, assise un peu en retrait aux côtés de sa sœur, était le centre silencieux de cette tempête, son regard fixé sur la table, son souffle court. Alain se leva, tentant de composer un masque de dignité blessée. Sa voix, habituellement autoritaire, se fit suppliante, empreinte d'une fausse sincérité. Il ne parla pas de chiffres ni de stratégie, mais d'un drame familial, exploité à des fins hostiles. Il évoqua la fragilité émotionnelle de sa femme, la décrivant comme une âme sensible, facilement influençable, manipulée par une sœur aînée amère et vengeresse. Il osa même verser une larme, parlant de son amour pour Lina, de son dévouement à la protéger, y compris d'elle-même. Était une performance magistrale de manipulation, un dernier effort pour se peindre en victime et salir la réputation des deux femmes qui osaient lui faire face. Il regarda chaque membre du conseil dans les yeux, implorant leur compassion, leur demandant de ne pas détruire un homme pour une simple querelle domestique. Tous les regards se tournèrent alors vers Yuki, attendant l'estocade finale. La contre-attaque chiffrée qui anéantirait l'argumentaire pathétique d'Alain. Mais le dragon resta silencieux. Elle ne bougea pas, ne scia même pas. À la place, un léger bruit se fit entendre, le son d'une chaise qui racle doucement le sol. Lentement, avec une grâce qui démentait des années de soumission, Lina se leva. Ses mains, posées sur la table, tremblaient légèrement, mais son dos était droit, sa tête haute. Pour la première fois depuis une éternité, elle ne cherchait pas à se faire invisible. Elle balaya la salle du regard, s'attardant un instant sur chaque visage, avant de fixer son mari. La peur avait disparu de ses yeux, remplacée par une clarté froide et une détermination inébranlable. Le silence épaissi, chargé d'une nouvelle attente. Sa voix, d'abord un murmure à peine audible, gagna en force à chaque mot, claire et posée, sans une once de haine ou de larmes. Elle ne cria pas, elle ne l'accusa pas. Elle raconta. Elle décrivit avec une précision clinique les années d'isolement, le contrôle financier qui l'avait rendue prisonnière, le dénigrement quotidien qui avait érodé sa confiance en elle jusqu'à ce qu'elle se croie indigne d'exister. Elle ne parlait pas comme une victime cherchant la pitié, mais comme un témoin livrant des faits irréfutables. Elle évoqua les mensonges qu'il avait coupés de sa sœur, la manipulation psychologique qui était l'arme la plus cruelle de son mari. Puis, elle s'arrêta, laissant ses paroles flotter dans le silence pesant, et conclut en regardant Alain droit dans les yeux. L'erreur la plus grave de mon mari n'a pas été de me sous-estimer, était d'oublier que je n'étais pas seul. Un silence absolu, définitif, tomba sur la pièce. Ce haine était plus un silence de tension, mais un silence de verdict. Sur les visages des membres du conseil, les masques de neutralité tombèrent, révélant un mélange de choc et de respect. La décision était prise, et elle n'avait plus besoin d'être votée. Le visage d'Alain se vida de toute arrogance, de toute couleur, le laissant hagard et vaincu. Mais Yuki ne le regardait plus. Ses yeux étaient fixés sur sa sœur. Une immense vague de fierté et d'admiration submergea la culpabilité et la rage. Elle était venue à Paris pour sauver la petite sœur qu'elle avait juré de protéger. Mais la femme qui se tenait là, droite et forte, n'avait plus besoin d'un dragon pour la défendre. Elle était devenue son propre dragon. La chute d'Alain Lefebvre fut aussi silencieuse que brutale. Après le témoignage de Lina, il n'y eut ni débat, ni vote. La décision était déjà gravée sur les visages des membres du conseil. Les deux sœurs quittèrent la salle sans un regard en arrière, laissant derrière elles les ruines d'un empire bâti sur la peur et le mensonge. En sortant du gratte-ciel, l'air frais de Paris leur parut différent, plus léger. Ce haine n'était pas le triomphe d'une OPA hostile, ni la délectation d'une vengeance assouvie, mais quelque chose de bien plus profond,
la sérénité d'une justice rendue et d'une liberté reconquise. Elles marchèrent côte à côte sur le parvis de la Défense, non plus comme un dragon et sa protégée, mais comme deux égales, unies par un lien que rien ne pourrait plus jamais briser. La guerre était terminée et une nouvelle vie commençait. Dans les semaines qui suivirent, Yuki déjoua toutes les attentes du monde des affaires. Au lieu de prendre le contrôle du groupe Lefebvre, elle orchestra une transition en douceur vers une nouvelle direction, s'assurant que des politiques de bien-être et de respect soient mises au cœur de la nouvelle culture d'entreprise. Son véritable investissement, cependant, fut entièrement tourné vers sa sœur, Lina. Pour la première fois maîtresse de son destin et de ses ressources, refusa de se laisser définir par son passé de victime. Elle passa des jours à réfléchir, non pas à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle pouvait construire. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une fondation, un projet ambitieux pour offrir à d'autres femmes ce qu'elle-même avait eu la chance de retrouver, une main tendue, une écoute et les moyens de se reconstruire. La fondation Éclosion vit le jour moins d'un an plus tard. Son objectif était simple, mais révolutionnaire. Fournir un soutien complet aux victimes de violences psychologiques, un mal invisible mais dévastateur. Lina N n'était pas une simple figure de proue. Elle était l'âme du projet. Elle passait ses journées dans les locaux de la fondation, non pas dans un bureau luxueux, mais dans des salles de écoute, partageant son histoire et prêtant une oreille attentive à celles qui n'avaient jamais osé parler. Sa propre expérience, autrefois source de honte et de douleur, était devenue son plus grand atout, lui conférant une empathie et une crédibilité qui brisaient les barrières de la méfiance. Yuki, depuis Tokyo, veillait en silence, lui fournissant le soutien logistique et financier, fier de voir sa sœur transformer ses cicatrices en un phare d'espoir pour les autres. 2 ans plus tard, lors de l'inauguration d'un nouveau centre d'accueil, Lina se tenait sur une estrade, non plus comme la femme brisée d'un PDG, mais comme une leader respectée et inspirante. Sa voix, autrefois un murmure, portait avec clarté et chaleur à travers la foule. Dans l'assistance, Yuki la regardait, les larmes aux yeux, non de tristesse, mais d'une fierté infinie. Elle avait compris que son plus grand accomplissement, n'était pas de bâtir des empires financiers, mais d'avoir aidé à reconstruire une vie, celle de la personne qui comptait le plus au monde. Le parcours de Lina nous rappelle que la guérison est possible et que chaque voix mérite d'être entendue. C'est pour continuer à porter ces récits de courage que votre soutien est si précieux. Chaque nouvel abonnement nous aide à garantir que personne n'est à se sentir seul dans son combat.